Bonjour tout le monde. Alors je me présente, c'est un peu trop fort. Non, très bien. Alors je suis Michèle Méniwabo, je suis actuellement interne en pharmacie donc, à l'hôpital Olivec. Donc, certains d'entre vous me connaissent parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble et que j'ai pu rencontrer donc, dans le cadre de votre accompagnement à l'utilisation des pompes et des capteurs de glucose. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Nicolas Andreu, que vous connaissez aussi, qui est attaché de recherche clinique et qui a beaucoup travaillé aussi donc, à l'accompagnement des patients en matière d'utilisation de nouvelles technologies, donc principalement les pompes et les capteurs de glucose. Donc ce matin, nous allons vous faire une présentation qui va s'organiser de la façon suivante. Donc, je vais rapidement vous présenter, mais vous le connaissez tous, c'était juste un petit peu pour recentrer les choses pour la journée, les pompes à insuline. On vous présentera avec Nicolas les capteurs de glucose. On va centrer donc notre présentation sur cette nouvelle technologie-là, parce qu'après, je vous présenterai du coup le programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place avec le professeur Katarji à l'hôpital Olivec. Donc, beaucoup d'entre vous sont déjà inclus. Voilà, et pour finir, on vous fera quelques présentations de courbes de patients. Avec Nicolas, on vous montrera un petit peu l'apport pédagogique que peut avoir l'analyse de ces courbes-là. Voilà, pour comment vous aider à l'aide de ces courbes-là à mieux gérer votre diabète. Voilà, donc les nouvelles technologies dans le diabète, donc il y a les pompes à insuline que vous connaissez tous, les capteurs de glucose interstitiel, mais il y a aussi... Ah, oui, bon, très bien. Donc, les nouvelles technologies, donc on a les pompes à insuline, les capteurs de glucose interstitiel, mais on a aussi d'autres nouvelles technologies qu'on n'abordera pas ce matin, mais vous en avez certainement entendu parler, les nouveaux lecteurs de glycémie qui peuvent être intégrés donc, au portable, à l'iPhone. Voilà, il y a des nouvelles avancées, les nouvelles pompes en patch qui arriveront peut-être. Voilà, Monsieur Katarji vous parlera cet après-midi des perspectives dans ces domaines-là. Alors, les pompes à insuline. Donc, vous reconnaissez donc, la pompe à insuline externe, c'est celle de Medtronic là, mais il y a aussi celle de Novalab, l'Animas Vibe. Et donc la pompe à insuline interne qui est là. Pour le moment, peu de patients sont encore sur pompe à insuline interne. La plupart des patients ont des pompes à insuline externes. Donc ces pompes, ce sont des dispositifs médicaux portables, externes ou implantables, qui sont reliés en permanence aux patients et qui vont permettre de délivrer de façon continue une quantité donnée d'insuline, de préférence un analogue d'action rapide, grâce à un débit de perfusion. Alors c'est important l'analogue d'action rapide, si jamais vous allez en officine pour les patients qui ont des pompes externes, que vous avez besoin de renouveler votre insuline, si jamais les pharmaciens vous interrogent, s'ils ne connaissent pas, donc c'est bien l'analogue rapide. Voilà. Donc le débit de perfusion doit être réglable et modifiable, ceci pour vous donner plus de liberté dans la gestion en fait de vos activités, de votre régime alimentaire, de votre vie quotidienne. Alors donc les objectifs donc, de ces technologies, donc c'est de maîtriser les variations de la glycémie et maintenir un niveau d'hémoglobine glyquée optimal, et je rajouterai quand même améliorer votre qualité de vie. C'est très important parce qu'avec les stylos, vous avez... Il y en a peut-être encore qui sont sous stylo. Ceux qui sont sous stylo, vous avez pu... si jamais vous prenez la décision de passer sous les pompes, vous verrez l'amélioration que cela peut apporter. Je pense que quand vous ferez des échanges entre vous... Alors, donc, le titre, on ne le voit pas. Donc, le titre, c'était donc les spécificités, donc les prérequis que doivent avoir ces dispositifs. Donc, au niveau de la programmation doit être modifiable à tout instant par le patient. Donc c'est très important parce que vous devez rester maître de votre pompe. Vous devez pouvoir la modifier en fonction de vos besoins. Elles doivent être munies d'un système permettant la perfusion sans risque de surdosage avec arrêt automatique. Sans risque de surdosage, évidemment, attention au risque d'hypoglycémie. Donc ces dispositifs sont, avant leur mise sur le marché, sont vraiment bien contrôlés pour limiter justement ces problèmes-là. Pas qu'on se retrouve soit en hyperglycémie, parce que l'insuline diffuse mal, soit en hypoglycémie, parce qu'on a été surdosé. Donc, ils doivent également disposer d'une possibilité de programmation de plusieurs débits basaux à la demande et à l'avance au moins 24 heures. Si vous prévoyez vous pouvez préparer votre journée à l'avance en fonction de vos activités.
et planifier des débits, voilà, des débits qui vous conviennent. Ils doivent être munis, ces systèmes, donc, de diverses alarmes. Donc, à minima, 3. Une alarme pour le réservoir vide, parce que vous n'êtes pas tout le temps accroché à votre pompe, donc vous devez, quand vous n'avez pas le temps de regarder tout le temps, avoir une petite alerte quand votre réservoir se vide, pas quand il est vide évidemment, quand il vous en reste un petit peu et que vous avez un délai évidemment pour le changer. Des alarmes donc, pour les piles épuisées, donc évidemment ce n'est pas des alarmes qui vont sonner au moment où la pile est épuisée, c'est des alarmes, il faut qu'ils vous préviennent au moins des journées avant pour que vous puissiez anticiper le changement de pile. Également pour l'occlusion du cathéter, comme je vous disais, pour éviter qu'il n'y ait pas de diffusion d'insuline et donc que vous fassiez une crise d'acidocétose parce que l'insuline diffuse mal. Ces dispositifs donc, doivent être solides, résistants au choc et à la température, évidemment, toujours pour vous donner plus de liberté. Alors, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, c'était juste pour vous présenter rapidement ces technologies, surtout pour vous montrer en fait l'importance et la place que va avoir l'accompagnement du patient via l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est une nouvelle pratique, une nouvelle stratégie de prise en charge du patient qui est centrée sur le patient. Donc à l'inverse des stratégies médicales, on fait un diagnostic, on met en place le traitement. Ici, c'est le patient. Le but, c'est de rendre le patient acteur de sa prise en charge en lui faisant acquérir les compétences dont il aura besoin pour bien gérer sa vie avec sa maladie chronique au jour le jour. Il faut que le patient soit libre et acteur de sa prise en charge. Donc la formation du patient, je peux faire formation à éducation thérapeutique. La formation thérapeutique du patient. Donc, dans le cadre des pompes, on va déjà former le patient donc, à la pose de la pompe. Pour ceux qui, vous en avez majoritairement, vous avez des pompes, donc vous changez les cathéters. Vous savez que vous avez dû être formé à ça. Ça ne se fait pas comme ça, on ne le fait pas tout seul comme ça du jour au lendemain. Donc, au changement de cathéter, rotation des sites, manipulation à réaliser, les contrôles, le remplissage du réservoir, la manipulation et la programmation de la pompe, les différentes alertes, la gestion des débits basaux et des bolus. L'utilisation de l'assistant bolus et de l'insulinothérapie fonctionnelle pour les patients qui désirent l'utiliser. La gestion des alarmes, c'est très important parce qu'il faut être réactif. Ce dispositif ne peut être bénéfique pour vous que si vous l'utilisez de façon optimale et de façon proactive. Et puis, on va également vous former à la gestion des hyperglycémies et des hypoglycémies, quels ajustements thérapeutiques il faut faire, quand et comment. Voilà. Donc, en général, comment ça se passe? Cette formation, lorsque le médecin décide, votre endocrinologue, donc M. Katarji, décide de vous mettre sous pompe à insuline, vous êtes mis en relation avec un prestataire de service. Donc, aujourd'hui, on en a 2, Isis et Orkin. Ils prennent contact avec le patient. Vous êtes formé déjà, on vous fait la présentation, ils vous font la présentation des pompes, comment ça marche. Les différents réglages. C'est également eux qui vont vous mettre à disposition donc, le matériel dont vous aurez besoin au quotidien. Tout ce qui va concerner les cathéters, donc tout ce dont vous aurez besoin pour l'utilisation de votre pompe. Et puis quand vous êtes formé, on vous fait une première formation et après l'infirmière du service prend rendez-vous avec vous. Puis vous êtes convoqué, puis on installe la pompe, vous êtes de nouveau formé et les prestataires vous accompagnent à l'utilisation de ces dispositifs. Et toute l'équipe médicale d'ailleurs est à votre disposition en général pour optimiser cette prise en charge. Je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous parler des capteurs de glucose interstitiel. Bonjour, donc Michel vous a parlé des pompes et ça, les capteurs de glucose interstitiel, ça va être une option, ça peut être un outil supplémentaire à la gestion optimale du diabète. Et voilà. Alors, qu'est-ce que sont les capteurs de glucose interstitiel? C'est un système qui mesure le taux de glucose interstitiel en continu. Donc, son but, c'est de suivre en continu l'évolution du taux de glucose dans le liquide interstitiel en complément de l'information que vous avez habituellement sur vos glycémies capillaires. Donc vous voyez l'avantage, vous faites habituellement 6-7 mesures par jour, au mieux. Avec un lecteur de glucose interstitiel, vous avez jusqu'à 288 mesures sur 24 heures. Donc 72 fois plus de données que ce que vous avez avec votre lecture discontinue
ce qu'on appelle la lecture discontinue de votre glycémie. Donc ça va nous permettre de voir un éclairage supplémentaire par rapport à ce que vous avez habituellement. Donc voilà, typiquement, une... Joli son. Voilà typiquement ce que vous avez, un patient, quand vous avez une courbe. Quel est votre avis sur un tel patient? C'est plutôt pas mal. On a 7 mesures. Et voyez sur, on a 6 mesures. Sur ces 6 mesures, vous en avez 5 qui sont parfaitement dans l'objectif. Et vous en avez une qui est en hyperglycémie. Quand on a un aspect comme ça, on se dit vraiment c'est joli. Bravo, félicitations. Vous avez plus de 80% d'atteinte de l'objectif. Et voilà ce qu'on va observer chez ce même patient avec une lecture en continu grâce à un capteur. Donc vous avez cette hyperglycémie et voilà ce qu'on va observer. En fait, voilà la réalité de ce patient-là. Donc au départ, vous avez apparemment 80% d'atteinte de l'objectif. En réalité, voilà tout ce qui s'est passé. Donc là, c'est dommage, je n'ai pas de pointeur, mais vous comprenez bien. Est-ce que je... On va rester debout. Donc, vous avez toute cette partie-là. On est passé complètement à côté de cette fonction-là, de cette hyperglycémie. Et on est aussi complètement passé à côté des hypoglycémies. Donc ici, apparemment, on a 80% d'objectifs. La réalité, on n'était qu'à 60% environ dans l'objectif. Donc vous voyez l'intérêt des capteurs de glucose, c'est toute cette perte de données, cette perte d'information, enfin c'est pas une perte, c'est absence d'information, avec les capteurs de glucose, on la retrouve. Donc alors ça c'était l'idée générale, comment se compose un système de lecture de glucose en continu? Donc première partie, c'est avoir un capteur. Donc qu'est-ce qu'un capteur? C'est un petit senseur qui est en sous-cutané, qu'on s'insère en sous-cutané, soit au bras, soit au niveau abdominal, juste 5 mm sous la peau. Ce petit capteur est relié à un émetteur, un transmetteur, qui lui va envoyer les données à un lecteur, à un récepteur. Donc, là, c'est peut-être toi qui vas en parler, c'est ta grande spécialité. Alors oui, donc nous venons de voir donc, le système de mesure en continu du glucose qui va permettre donc cette mesure qui va vous permettre d'avoir en continu finalement 24 heures sur 24 des informations concernant l'évolution de votre profil glycémique. Alors on a vu donc que ce système comportait 3 éléments, un capteur de glucose ou glucosensor, un émetteur et un récepteur moniteur. Alors le capteur de glucose c'est quand même l'élément principal hein, vu que c'est lui qui va permettre d'effectuer la mesure. Donc en fait, c'est à l'aide d'une réaction électrochimique, je ne vais pas la détailler, grosso modo, c'est la même réaction qu'on a avec les lecteurs de glycémie, tout simplement. Hein. Donc il faut respecter les mêmes règles finalement, hein, les mêmes règles qu'on vous donne pour l'utilisation de votre lecteur de glycémie par exemple. Donc attention par exemple à ne pas utiliser des systèmes au moment de la pause, donc de bien désinfecter. Hein. Attention à ne pas utiliser par exemple les gels hydroalcooliques parce que ça va dénaturer donc l'enzyme et donc ça va fausser les mesures. C'est les mêmes recommandations que vous avez au moment de l'utilisation de votre lecteur de glycémie. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, ça va faire une réaction assez compliquée. Hein, mais ce qu'on retient, c'est qu'en fait, le capteur, lui, qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer un signal électrique. Donc, il va falloir dire au capteur, à un instant T, à quoi correspond le signal électrique qu'il mesure. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, quand on fait la formation, il faudra faire une calibration ou un étalonnage, c'est-à-dire dire au capteur, à ce moment où où il mesure un signal électrique, ce signal équivaut à telle valeur de glycémie réelle que vous avez. Donc, il va donc falloir faire des calibrations, un étalonnage. Il existe donc de façon physiologique un décalage entre le taux de sucre que va mesurer le capteur, parce qu'il va le mesurer en liquide interstitiel et pas dans le sang. Donc, il va exister un décalage entre ce taux de glucose interstitiel et la glycémie capillaire que vous faites. Donc, du fait de ce petit décalage-là, qui va augmenter quand on sera à une période de variation glycémique importante, donc les hyper importantes, donc qui évoluent rapidement, de même que les hypos. Donc, de ce fait-là, il est préférable de faire une calibration, donc de dire au capteur que le signal électrique correspond à telle glycémie, qu'on connaît à peu près stable.
Bon, après, on sait tous que le diabète de type 1, en général, il est difficile d'avoir des périodes de stabilité, voilà. Mais l'idéal, c'est de choisir la période où, si on est en variation, qu'on ne soit pas en variation très forte, parce qu'on va donner une mauvaise information au capteur, et du coup, il vous affichera après des tendances qui ne seront pas réelles ou qui seront en décalage avec la réalité. Et vous le savez plus que moi, ça peut être source de stress dans l'utilisation quotidienne de ce dispositif. Voilà, donc cette étape de calibration est très 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 importante. Voilà, et donc voilà, donc j'ai tout dit, je pense. Je vais peut-être finir là-dessus quand même. Donc ce tableau, je ne vais pas le commenter, c'était juste pour vous présenter. Donc on n'a pas le dernier, le Navigator 2, que vous avez dû voir maintenant dans l'actualité, parce que c'est la nouveauté de l'année. Donc là, c'est les différents capteurs de glucose interstitiel qu'on a. Donc il y a celui d'Abbott, donc l'ancien, le Freestyle, puis il y aura le Navigator 2, plus petit, en couleur, donc ça peut être plus convivial. Il y a ceux de Medtronic, donc le Soft Sensor, ils l'ont arrêté parce qu'il était, pour ceux qui l'ont utilisé, il était plus difficile à poser quand même que Nedlight, qui se pose plus facilement. Et puis on a ceux de Novalab aussi. Voilà. Donc l'intérêt de ce tableau, c'était juste pour vous présenter, pour vous dire que ces différents capteurs ont des spécificités particulières, des temps d'utilisation qui sont différents, des modes de pose aussi différents. Donc la formation de chaque patient est individuelle et spécifique en fonction du capteur qui aura été choisi. D'accord ? Donc je vais laisser la parole à Nicolas qui va poursuivre. Donc la deuxième partie du système de mesure en continu du glucose, c'est l'émetteur. Donc là, vous avez les trois types d'émetteurs actuels, dont le premier à gauche, c'est celui qui est relié à la pompe Animas, c'est le Dexcom. Au milieu, vous avez le Navigator 1.5, le premier Navigator, on va dire. Et complètement à droite, vous avez le Medtronic, qui lui, qui a comme particularité, un peu comme le Dexcom, que l'émetteur que vous voyez, alors hop, je n'ai pas de pointeur, donc là vous reconnaissez le cathéter de la pompe, l'émetteur est ici. En fait, tiens, regarde, il y a une flèche. Bon, je passe puisque nous sommes dans les nouvelles technologies, tu peux utiliser cette flèche. Joli. Donc, merci Monsieur Guattari. Donc ici, vous avez dans votre cathéter, là la pompe, et ici, c'est le fameux transmetteur ou émetteur qui ici est relié au petit capteur et qui va dialoguer en permanence avec la pompe. Et c'est la pompe qui va être la deuxième partie, le récepteur. Donc ici, vous avez l'AVO, ici l'Animas, donc les deux sont des pompes. Donc la pompe est à la fois votre système de délivrance d'insuline classique et en même temps va être le récepteur de l'afficheur de votre taux de glucose interstitiel. Et enfin, le navigator. Donc là, on a les caractéristiques de chacun. Donc comme disait Michel, ça va être vraiment une éducation individuelle parce qu'en fonction de vos besoins, on ne vous proposera pas le même appareil. Le Abbott, lui, le navigateur n'est pas relié à une pompe. Donc si vous avez une pompe que vous souhaitez avoir l'Abbott, c'est tout à fait possible. Ça sera plutôt adapté à des gens qui seront sous stylo. Et les autres, ensuite, le Medtronic et le Novalab, là, ça sera en fonction de vos besoins. Vous voyez aussi la durée d'utilisation du capteur est aussi variable. Le navigateur, c'est 5 jours. C'est-à-dire que vous posez votre capteur, vous le gardez pendant 5 jours, il va afficher votre taux de glucose interstitiel pendant 5 jours. Le Medtronic, c'est 6 jours. Le Novalab, c'est 7 jours. Donc vous comprenez bien que l'éducation sera vraiment individuelle. Mais en plus, en fonction de l'appareil choisi. Donc sur les capteurs, la nouveauté 2013, c'est le Navigator 2, qui est aussi, comme le Navigator 1 n'est pas relié à une pompe, mais l'émetteur est plus petit, donc le capteur, l'inserteur du capteur, et voilà le récepteur, donc qui est autonome, qui est plus en couleur, qui a plus de fonctionnalités que le Navigator 1. Donc ça, c'était la nouveauté.
Donc, quelles sont les indications de la mesure en continu de glucose? Donc, c'est un patient diabétique de type 1 qui, malgré un traitement et une prise en charge intensifiée, multi-injection ou par pompe, et la pratique d'une autosurveillance glycémique pluriquotidienne, présente une hémoglobine glycosylée supérieure aux objectifs souhaités, fixés par la HAS, ou alors des hypoglycémies sévères ou modérées non ressenties, fréquentes, ou alors des patients en cours de grossesse, en préparation de grossesse, dont les objectifs recommandés d'hémoglobine glyquée ne sont pas atteints ou sont atteints au prix d'hypoglycémie modérée fréquente. Voilà les indications d'une mesure en continu du glucose. La contre-indication, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Par contre, c'est un dispositif coûteux. Donc la véritable contre-indication, c'est que vraiment le patient l'utilise de façon optimale et proactive. Donc ça va plutôt être ça la contre-indication après. C'est vraiment si le patient n'a pas l'utilisation voulue, on va pas continuer à l'utilisation de la mesure en continu du glucose à cause de son prix. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le rationnel pour une mesure en continu, c'est réduire les zones d'ombre. Ce qu'on a vu tout à l'heure, où un patient en mesure discontinue, en autosurveillance glycémique classique, on était à 80% d'objectifs. Dans la réalité, on n'était qu'à 60%. Donc ça va aussi mieux connaître, que chaque patient puisse mieux se connaître. Ça va être un objectif d'éducation du patient, que lui-même puisse comprendre son diabète, puisse se comprendre. Atteindre l'hémoglobine glyquée, évidemment, cible, et réduire l'incidence des complications du diabète. C'est repérer aussi les périodes à risque d'hypoglycémie, période nocturne et période à risque, conduite automobile. Et bon, ça vous savez tous, la nuit aussi, ça peut être, évidemment, on ne se surveille pas, par définition. Prévenir les hypoglycémies, surtout les hypoglycémies sévères. C'est aussi améliorer la sécurité et les performances de l'insulinothérapie. Mais on va pouvoir ainsi mieux ajuster les doses d'insuline et de l'ajuster, de la suivre vraiment en temps réel. Et surtout, ce qu'on a pu observer depuis toutes ces années où M. Katarji utilise les capteurs de glucose en continu, c'est qu'on a réellement observé une amélioration très nette de la qualité de vie des patients. Il y a quelques-uns ici, il y a beaucoup d'entre vous ici qui ont déjà utilisé la mesure en continu. Ça pourra être de bons témoins de cette réalité d'amélioration de la qualité de vie. À toi. Alors, donc, comme nous venons de voir avec Nicolas, c'est des dispositifs, finalement, on le dit, qui vont améliorer, et on l'a montré, qui vont améliorer la qualité de vie des patients. Vous avez pu l'observer dans votre utilisation quotidienne. C'est vrai, il y a certains inconvénients, mais au final, voilà, c'est quand même un super outil qui est bien utilisé, peut-être une aide pour la gestion de votre diabète. Mais quand les médecins prennent la décision de vous proposer ces technologies, c'est aussi et surtout parce que l'utilisation de ces systèmes ont fait leur preuve, qu'il y a des grandes études qui ont montré qu'en utilisant à la fois les pompes à insuline pour des patients qui avaient des schémas basal-bolus voilà, assez compliqués, qu'en passant sous pompe à insuline et qu'en couplant l'utilisation de ces pompes-là à des capteurs de glucose interstitiel, et si on forme bien le patient, qu'on l'accompagne à l'utilisation de ce dispositif, on peut avoir de très 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 bonnes améliorations. Donc là, je vais vous présenter rapidement, sans rentrer dans les détails, quelques études qui ont vraiment montré, hein, et c'est sur lesquelles on se base vraiment pour justifier l'utilisation de ces systèmes-là. Donc on ne vous les met pas juste parce que ce sont des gadgets, c'est aussi parce que ça vous aide réellement, et on constate l'amélioration. Donc il y a des études, par exemple, la première étude, l'étude World Control, qui a montré qu'en couplant, donc c'est une étude qui a été réalisée chez des patients qui avaient une hémoglobine glyquée de départ à 9,6% environ. Hein. Et on a montré qu'en 3 mois, donc on a utilisé donc, les patients ayant à la fois des pompes et étant sous schéma basal-bolus multi-injection au stylo,
versus des pompes, donc des patients ayant à la fois pompe et multi-injection, mais couplés à l'utilisation des capteurs. Donc on voit très bien qu'en fait, on a une diminution de l'hémoglobine glyquée, un gain de 0,6% en 3 mois. C'est déjà pas mal. Voilà, il y a d'autres études, voilà, donc la deuxième étude qui a montré donc un gain qui a donc été faite majoritairement avec des pompes ayant des patients ayant uniquement des pompes qui montrent pareil avec une hémoglobine glyquée à 7,6, on a un gain au bout de 6 mois de 0,5 points. Donc c'est, vous êtes, je pense, pour des patients, vous êtes tous des patients, majoritairement des patients diabétiques. Vous savez très bien qu'il est difficile des fois, au bout d'un moment, d'avoir un gain efficace en hémoglobine glyquée. Donc voilà, l'utilisation de ces pompes à insuline couplées au capteur peut vraiment être un outil vraiment dans la prise en charge. La prise en charge de votre diabète. Alors, comme vous l'a présenté Nicolas, donc on a vu des courbes qu'enregistrait le capteur, les zones d'ombre que ça pouvait mettre en évidence. On a bien vu tout à l'heure qu'il y avait une première courbe juste avec les cycles glycémiques capillaires. Il n'y avait qu'une seule valeur qui indiquait que le patient était en hyperglycémie. Quand on a revu la courbe d'en dessous, en fait, on s'est rendu compte que le patient, on avait raté non seulement des pics d'hyperglycémie, mais également des pics d'hypoglycémie. Donc, il va falloir, lorsqu'on pose ce dispositif, ça va nous apporter des informations intéressantes. Mais il faut pouvoir utiliser de façon efficace ces informations qu'on va recevoir en continu dans la journée pour pouvoir finalement adapter le débit, gérer sa journée, quand est-ce qu'on fait du sport, quand on mange, gérer une journée. Donc pour cela, il va falloir... On forme les patients. Donc pour ceux qui ont des capteurs parmi vous, on vous accueille à l'hôpital et donc on vous accompagne dans l'utilisation de ce dispositif. Le principal outil pédagogique de formation qu'on va utiliser, ça va être les courbes, parce que chaque patient a un diabète qui lui est propre. Aucun diabète ne se ressemble, donc on va se baser vraiment sur vos courbes individuelles pour pouvoir vraiment vous donner des conseils adaptés à vous et à votre vie. Donc en général, les points qu'on va étudier avec les patients, donc ça va être les bolus effectués quotidiennement. Ce n'est pas du tout une action de contrôle, c'est une action c'est des points qu'on va vérifier avec vous pour s'assurer que les recommandations qu'on vous fera vous seront vraiment adaptées. Donc on va également regarder avec vous donc comment vous faites les bolus, le type de bolus, les intervalles, ceci bien sûr pour réajuster avec vous si jamais ça ne se passe pas très bien. Donc comment adapter le débit basal en fonction de vos besoins, les différentes interventions que vous pouvez faire quand vous avez le capteur, comment réagir. Donc là, en parlant d'intervention, je reviens. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pouvait exister un décalage entre la glycémie réelle et le taux de glucose au niveau interstitiel, donc le liquide autour des cellules, que va mesurer le capteur de glucose. De ce fait-là, quand un patient a un capteur de glucose et qu'il a une alerte ou qu'il voit que sur ses courbes, comme on a pu voir tout à l'heure, qu'il est en hyperglycémie ou qu'il est en hypoglycémie, il faut toujours faire un contrôle avec la glycémie capillaire pour bien vérifier que vous êtes bien en accord avec ce que vous dit votre capteur. Parce que si jamais il y a une mauvaise calibration, je pense que M. Pelin en parlera tout à l'heure, s'il y a eu un problème de calibration ou si le capteur a dysfonctionné, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, il vaut mieux toujours s'assurer d'être en situation de la concordance entre les deux valeurs. Voilà, on va également vous accompagner et vous former en ce qui concerne les modalités et les conditions donc de calibration, parce qu'on vient de voir, c'est important. Et comment gérer, on analyse également avec vous l'évolution des courbes. Ça peut être un outil motivationnel, je trouve très important, parce que d'un mois à l'autre, vous voyez de réelles améliorations. Quand vous pensez qu'en fait, vous ne pouvez plus rien faire, vous vous rendez compte finalement que ça s'améliore quand même. Donc je trouve que c'est une aide au jour le jour qui peut être très importante. Alors à Bordeaux, donc avec le professeur Katarji, on a mis en place une unité pour la prise en charge des patients utilisant les nouvelles technologies, donc les pompes, couplées au capteur de glucose interstitiel. Alors dans ce programme, on a majoritairement des patients qui ont un diabète de type 1 instable, chez qui on va utiliser les capteurs de glucose dans le but d'optimiser l'équilibre glycémique, de détecter et de gérer les hypoglycémies sévères et répétées et surtout nocturnes. Donc ici, on va, à l'aide de cet outil-là, détecter ces hypoglycémies et éviter les situations d'urgence que vous connaissez.
détecter et gérer également les hyperglycémies. Alors, la mise en place donc, et l'initiation donc, à l'utilisation de ce système de mesure en continu du glucose va donc nécessiter une formation technique, un accompagnement et une formation en continu à l'utilisation des données. Cette formation est très importante parce qu'on a besoin d'être là pour vous accompagner, pour ne pas vous laisser tout seul, parce que c'est des dispositifs qui évoluent, il y a qui nous fournissent aussi beaucoup de données dans la journée. Donc vous ne pouvez pas tout analyser d'un coup, et puis il faut intégrer doucement les nouvelles fonctionnalités des appareils. Donc c'est à cause de tout ça, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a mis en place ce programme spécifique. Voilà, donc ce programme a été mis en place donc, parce qu'il y avait donc, beaucoup de patients donc, utilisant ces technologies qui étaient